que le micro fonctionne et que je peux débuter puisque j'ai l'honneur de vous proposer la première des conférences de ce colloque. Et le sujet que je vais vous présenter en tant que général commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, c'est le rôle des forces armées françaises dans l'Indo-Pacifique. Alors, ça sera une présentation assez générale qui ne sera pas focalisée sur la Nouvelle-Calédonie, qui ne sera même pas focalisée sur le Pacifique Sud-Ouest, même si je m'appuierai beaucoup sur les exemples que je connais et que je vis ici à la tête des FANC. Et ça sera une présentation assez générale sur la manière dont au ministère des Armées et dans les forces déployées dans cette région, nous concevons le cadre et notre action. Pour cela, j'aurai une première grande partie où je reviendrai de manière générale sur le cadre, sur ce que c'est que l'Indo-Pacifique, dont on parle beaucoup, mais dont les définitions sont parfois mouvantes ou du moins diverses. Je reviendrai sur les enjeux qu'on a commencé à évoquer, qu'on a commencé à effleurer, et je les déclinerai suivant la vision qu'on peut en avoir ici. Et puis, je parlerai bien évidemment de la stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique, qui est un cadre politique déterminant. Ensuite, dans une deuxième partie, je viendrai à des choses plus liées à la défense, aux forces armées, pour montrer comment on décline cette stratégie générale pour l'Indo-Pacifique au niveau de la défense, comment on déploie les moyens dans tout l'Indo-Pacifique, et puis je terminerai par quelques illustrations, notamment en m'appuyant sur mon expérience actuelle. Pour commencer, voilà. Donc, je voudrais revenir poursuivre mon introduction sur ce que c'est que l'Indo-Pacifique. Cette notion vient d'un terme de biologie marine. C'est un ensemble dans lequel on étudiait certaines espèces de la faune et de la flore. C'est devenu un terme géopolitique. Il y a donc eu une évolution. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a différentes acceptions, différents périmètres. Alors, je vous propose une carte connue, une carte qui est dans des travaux diffusés sur les réseaux, mais qui montre, je vous demande de ne pas vous focaliser sur chacune des définitions précises, mais qui montre que selon l'angle qu'en ont chacun des pays qui parlent d'Indo-Pacifique, l'Indo-Pacifique peut avoir des dimensions variables. Alors, on pourrait penser, et c'est plutôt la vision française, elle avait été en tout cas donnée par le président de la République, elle a été donnée par la ministre des Armées également, que l'Indo-Pacifique, ça va donc de Djibouti à Panama. C'est un peu l'ensemble des deux océans et des axes qui les composent, mais également des territoires qui s'y trouvent. On voit qu'il y a aussi des visions plus restreintes, plus restrictives. Je peux prendre par exemple, et toujours en restant dans le domaine militaire, la vision qu'en a l'amiral commandant les forces américaines de l'Indo-Pacifique, qui part bien évidemment de la côte ouest américaine, mais qui s'arrête au méridien qui passe par la pointe sud du sous-continent indien. Bien que la dimension n'est pas la même. Cette réflexion initiale est importante parce que quand on va parler de stratégie, il va falloir bien évidemment parler de géographie et je pense qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui pourraient m'en apprendre beaucoup, bien évidemment. Mais sans faire de retour historique sur tout ce qui a été dit sur la géostratégie, je pense que cette première précision est importante. Pour être un peu concret, je voudrais faire remarquer simplement, et la carte le fait très bien par un jeu de couleurs assez évident, qu'il y a quand même une zone qui est commune à toutes les définitions de l'Indo-Pacifique. C'est cette zone qui englobe l'Inde, la Chine et l'Australie, et surtout le sud-est asiatique, ce qui est assez évident, puisqu'on verra dans les enjeux de la région que les axes de communication, et notamment les axes de communication maritime, sont une partie importante de la définition de l'Indo-Pacifique. Cela étant, l'Indo-Pacifique, ce n'est pas simplement deux espaces maritimes les plus vastes au monde. On peut montrer plein d'autres projections géographiques qui montrent l'ensemble que cela constitue, mais c'est aussi des terres, des terres continentales et des terres
des terres océaniques, des terres archipélagiques, des îles isolées ou des grandes îles continents qui ont ceci d'intéressant, c'est que vers elles que convergent tous les flux, bien évidemment, tant il est vrai qu'à la fin, la stratégie vise aussi à comment dire, diffuser une influence sur des populations. Voilà pour première vision sur l'Indo-Pacifique. Maintenant, je voudrais, si j'arrive à faire passer la diapositive, voilà, je suis allé un peu trop loin. Alors, est-ce qu'on peut m'enlever ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez l'écran, Guillaume? Ça sera bon comme ça. Je voudrais maintenant parler des enjeux de cette zone Indo-Pacifique, des enjeux bien évidemment transverses et transnationaux dans différents domaines, l'environnement, les enjeux politiques, des enjeux stratégiques, des enjeux économiques et puis des enjeux bien évidemment sécuritaires. Quelques données, bon, la région, dans sa plus vaste acception, c'est 60% de la population mondiale, un tiers du commerce mondial, ce qui veut dire aussi par défaut qu'il y a une bonne partie du commerce mondial qui se retrouve dans 40% de la population, c'est aussi un élément à retenir. C'est 40% du PIB mondial, mais surtout la croissance économique la plus forte. Et c'est ça un élément qui est important parce qu'il faudra toujours voir cette région Indo-Pacifique avec un œil, enfin une vision dynamique, bien évidemment. Dans une tonalité plus stratégique, il faut aussi noter que sur les 9 puissances nucléaires que compte le globe terrestre, 7 sont présentes dans la zone Indo-Pacifique et c'est un élément qui est un peu dimensionnant, qui ne sera pas l'élément principal, mais qui surplombe un peu tous les sujets stratégiques. Voilà, alors c'est un lieu commun de dire qu'on a observé ces dernières années une accélération très nette des échanges et des interdépendances, notamment à travers cette région. On voit très bien que toute crise dans cette région-là peut avoir des conséquences directes et notamment des conséquences sur la France. Il y en a déjà eu. Il ne faudrait pas réduire les enjeux de l'Indo-Pacifique aux affaires touchant la République populaire de Chine. Alors on a souvent, et la carte précédente le montrait, la Chine est quand même un peu au cœur de l'Indo-Pacifique, c'est vrai, mais il faut aussi voir que ces enjeux s'ils peuvent toujours concerner la Chine, ils ne reposent pas forcément toujours sur la Chine et ils sont bien plus nombreux, bien plus diversifiés. Un exemple pour cela, c'est tout simplement de souligner que le premier investisseur en Asie du Sud-Est n'est pas la Chine, mais l'Union européenne, ce qui montre bien qu'on peut avoir d'autres angles. Alors les enjeux, je ne vais pas faire une longue liste, une longue litanie. L'enjeu environnemental, j'ai tenu à le mettre en premier, parce que pour beaucoup de populations, alors peut-être pas les plus nombreuses en nombre, en volume, mais pour beaucoup de populations, pour beaucoup d'États de la région Indo-Pacifique, c'est le premier des enjeux. Un enjeu crucial, voire un enjeu vital. Et on a tous en tête cette image que j'ai voulu rappeler, hein, du Premier ministre des Tuvalu qui est intervenu à la COP26, les pieds dans l'eau, pour souligner le danger qui menaçait son pays. Juste une remarque sur les enjeux environnementaux, ça ne se limite pas bien évidemment à la montée des eaux, hein, mais il y a également bien évidemment la sécurité alimentaire, la sécurité économique, la sécurité, enfin, les risques démographiques que les risques climatiques peuvent encourir. Et puis il faut aussi rajouter les risques sanitaires, notamment parce que quand on a rédigé, enfin quand la stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique a été rédigée, on n'était pas encore plongé dans la crise que nous connaissons tous et toutes ici en Nouvelle-Calédonie comme en métropole, et c'est un élément bien évidemment important. Les enjeux de politique et les enjeux de souveraineté sont également importants, bien évidemment, et nombreux. Alors, je citerai oui, le sujet de Taïwan dont on parle régulièrement, même quand on parle d'Ukraine. Il n'y a pas que dans la région, bien évidemment. Il y a d'autres sujets, d'autres disputes territoriales sur les îles Senkaku, qui impliquent le Japon. Le sujet souvent repris de la mer de Chine méridionale, avec l'extension d'une zone d'influence et de la zone que la Chine prétend détenir, qui concerne tous les États de ce vaste bassin maritime,
et je passe. Il y a également aussi d'autres sujets politiques. Alors, j'ai mis un exemple en bas à droite qui sont l'évolution politique probable de l'île de Bougainville, qui fait partie des Salomon, mais qui a voté à 98% pour son indépendance. Et puis, si on parle de mouvement indépendantiste, je ne peux pas, bien évidemment, ne pas parler aussi de la Nouvelle-Calédonie, mais qui vit son propre processus, qui a été évoqué dans les premières interventions, un processus en cours, hein, et qui se déroule selon les textes dont il avait été fait accord il y a maintenant 30 et 20 ans. Il y a également des enjeux diplomatiques d'influence. C'est quelque chose que l'on voit très nettement ici dans cette région du Pacifique, dans l'Océanie, avec, et là je vais parler de la Chine, une République populaire de Chine qui déploie son réseau et son influence à travers beaucoup de pays pour acquérir certains États à sa cause, notamment dans le sujet de Taïwan, en faisant basculer les États, enfin, en réduisant de plus en plus le nombre d'États qui reconnaissent Taïwan. Ils ne sont plus très nombreux, mais également en s'assurant d'éventuels soutiens sur des plateformes multilatérales ou des organisations internationales. Voilà pour les dangers politiques. Les dangers stratégiques, j'y reviendrai plus en détail quand j'évoquerai la stratégie de défense, mais bien évidemment, les tensions se creusent et je parlais tout à l'heure de la militarisation de la mer de Chine méridionale, c'en est un exemple, bien évidemment. Les enjeux économiques, je serai très rapide, très bref, on sait qu'une part plus qu'importante, près de la moitié du commerce mondial passe par Malacca, conséquence du fait que la Chine est la manufacture du monde. Hein. Donc, on a le sujet des voies de communication commerciale. On a également le sujet abordé tout à l'heure des ressources stratégiques, des minerais, des ressources. Ici en Nouvelle-Calédonie, on est bien placé pour le savoir, mais il y a également des ressources énergétiques et puis demain, peut-être des ressources qui ne sont encore inexploitées dans les fonds sous-marins. Voilà, et puis quelques enjeux sécuritaires sur lesquels je serai plus bref, hein, que ce soit la grande criminalité, phénomène assez prégnant, notamment dans le Pacifique Sud-Ouest, avec la pêche illicite, les pêches illicites qui sont un sujet qui touche de près tous les États de la région. Mais bien évidemment, il y a plus largement, et là je prends l'acception la plus large de l'Indo-Pacifique, hein, des trafics d'armes, des trafics d'êtres humains, trafic de drogue, bien évidemment, et puis le terrorisme aussi, que je veux pas, c'est pas parce que je le cite en dernier que j'y accorde moins d'importance. Si on a une vision très large de l'Indo-Pacifique, il a particulièrement meurtri certaines régions, et encore, il y a moins de 2 ans au Mozambique, par exemple, dans le canal du Mozambique, qui fait partie dans notre vision française de l'Indo-Pacifique, mais qui est également présent en Asie du Sud-Est, à proximité des voies commerciales par lesquelles transitent, comme je le disais précédemment, 50% du commerce mondial. Voilà, alors pour faire la transition avec la stratégie pour l'Indo-Pacifique, la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique, je reviendrai juste sur les enjeux quelques chiffres, hein, sur le fait que près de 2 millions, un peu moins de 2 millions de ressortissants français vivent dans l'Indo-Pacifique, en comptant à peu près 200 000 expatriés dans les pays qui sont bordés par cette région maritime. C'est 9 de nos 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, qui fait de la France la deuxième zone économique exclusive au monde. Cette région, c'est aussi un tiers de nos exportations, 40% de nos importations, et puis des liens d'interdépendance économique vitaux que j'ai déjà évoqués, hein, et qui montrent tout l'intérêt. Mais je pense qu'il faut bien tout d'abord commencer par se rappeler que ce sont aussi des territoires français. Et donc, parmi les quelques 2 millions de ressortissants français, tous nos concitoyens qui vivent dans ces territoires ultramarins. La stratégie pour l'Indo-Pacifique, vous le savez, est née de quelques discours fondateurs, dont celui du discours du président de la République, hein, donc, qui a voulu développer cette stratégie. Alors, les enjeux Indo-Pacifiques avaient été bien identifiés
notamment dans la revue stratégique qui avait été de défense et de sécurité nationale, qui avait été rédigée en 2017 et qui avait précédé la rédaction de la loi de programmation militaire. Le président de la République a eu l'occasion en mai 2018 en Australie, en août 2019 à Paris lors de la conférence des ambassadeurs, en octobre 2019 à La Réunion, de préciser ce qu'il entendait par cette stratégie pour l'Indo-Pacifique. Cette stratégie, alors même si le terme à l'origine a une étymologie très guerrière, cette stratégie n'est pas dirigée contre un pays, contre des pays bien évidemment. Elle s'est inscrite plutôt dans la promotion d'une vision de cette région, une vision globale d'ailleurs, mais qui vise à promouvoir un espace indo-pacifique libre et ouvert. Alors, on ne va pas se voiler la face non plus dans les défis, et j'y reviendrai dans la partie stratégique. Il y a quand même deux superpuissances qui s'affrontent politiquement, stratégiquement, hein, qui se jaugent, qui se rivalisent militairement aussi. C'est une réalité. Mais il y a aussi un risque de monter aux extrêmes, et c'est pour ça que cette stratégie dans l'Indo-Pacifique vise ce qu'on appelle une troisième voie française, ou en tout cas un positionnement différent, en cela conforme avec tous les positionnements stratégiques que la France a pu avoir au cours des décennies passées. Cette stratégie, pour la décrire rapidement, elle s'appuie d'abord sur une présence et une influence. C'est la stratégie d'un pays qui est riverain de l'Indo-Pacifique. Alors, il y a nos territoires ultramarins que j'ai déjà évoqués, mais il y a également tout notre engagement dans les coopérations régionales, bien évidemment. Il y a nos liens économiques. Et puis, il y a également une présence diplomatique et une présence consulaire dans 39 États qui en fait l'un des réseaux, enfin le réseau européen le plus important. Cette stratégie, elle repose également, ou elle s'inscrit dans des partenariats. Ces partenariats, ce sont à la fois des liens avec des pays de la zone, des liens avec les organisations de la zone. Ces partenariats sont aussi les cadres de notre action, les cadres de nos messages. Puis ce sont aussi des relais importants pour promouvoir, pour propager une vision que nous pouvons ici ou là localement porter nous-mêmes, mais qui parfois dans certains cas mérite, nécessite, gagne à être propagé par d'autres acteurs ou en tout cas propagé de manière conjointe. Alors ces partenariats, là aussi, je ne vais pas tous les lister, il y a certains partenariats qui se font avec des pays en particulier. J'en citerai deux, l'Inde et le Japon, hein, qui ont fait l'objet depuis quelques années, ou plus récemment pour le Japon encore, hein, d'accords politiques, d'accords économiques, d'accords commerciaux, d'accords de défense, de coopération, en tout cas en matière de défense. Il y a également, bien évidemment, je dois parler de l'Australie, avec lequel il y avait un partenariat prometteur. Ce partenariat, en tout cas, la vision qu'on avait de ce partenariat a été quelque peu bousculée par la décision australienne légitime, mais surprenante, en tout cas non annoncée, d'en finir avec le contrat de sous-marin que Naval Group lui proposait et de basculer sur un partenariat dit AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour l'Australie, sans rentrer dans le détail, je dirais simplement que cela reste bien évidemment dans la région, et là moi je parle en tant que commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie, un partenaire, parce que nous faisons face régionalement aux mêmes défis, aux mêmes challenges, et nous devons être prêts à intervenir avec eux comme nous le faisons actuellement au Tonga. Mais néanmoins, la relation stratégique, la relation diplomatique doit bien évidemment être revue à l'aune des choix australiens, même s'il faut aussi bien avoir en tête que l'Australie reste un pays avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, si on ne partage pas toutes les manières, en tout cas. Il y a également des liens, des partenariats avec des organisations. Je citerai l'ASEAN. Alors, c'est une organisation que je croise peu, moi, dans ma zone de responsabilité, mais c'est une organisation importante dans la zone, puisqu'elle coiffe cette région à la charnière des deux mondes de l'océan Indien et du monde de l'océan Pacifique, bien évidemment, mais au-delà, que ce soit dans le Pacifique ou l'océan Indien,
il y a beaucoup de… La France est partenaire, membre, ou membre à part entière ou observateur de beaucoup d'organismes, d'organisations, qu'elles aient une vocation politique, qu'elles aient une vocation stratégique, une vocation militaire, ou voire même une vocation scientifique et technique. C'est le cas de la CPS, dont Cameron nous parlera tout à l'heure. Donc la France élargit ces liens de partenariat qui sont importants. Les quatre piliers concrets et diversifiés de cette stratégie, la sécurité bien évidemment, j'en parlerai juste après, l'économie bien sûr, avec ce qu'on rajoute à l'économie, c'est la connectivité, tant il est vrai qu'aujourd'hui, les communications, qu'elles soient physiques, qu'elles soient électroniques, immatérielles, deviennent de plus en plus importantes, avec des sujets à la charnière de l'économie de la stratégie. Je pense par exemple au câble sous-marin, mais également une approche économique à travers la recherche et l'innovation, bien évidemment, pour faire face aux défis du monde de demain, défis environnementaux en particulier. Deuxième pilier, qui est le multilatéralisme et le pilier de du droit, hein, la promotion de la règle de droit commun à la plupart de nos partenaires et avec lequel, mais sujet sur lequel, il faut le reconnaître, nous avons une vision différente avec un acteur important de la région qui est la Chine. Promouvoir le multilatéralisme à travers les partenariats que j'ai évoqués, hein, c'est renforcer tout simplement la capacité de cette région et de tous les acteurs à faire face aux mêmes défis, tous les défis qu'on a listés. Et puis, le quatrième pilier de cette stratégie, c'est d'agir dans ce qui touchera le plus les populations de ces régions indo-pacifiques, toutes les régions, les sujets environnementaux, bien évidemment. J'ai parlé des enjeux, hein, mais je ne reviens pas sur tous ces sujets sur lesquels la stratégie peut s'appliquer, que ce soit le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la gestion durable des océans. Sujet important, puisqu'on sait aussi que cette gestion durable des océans, c'est aussi la gestion des ressources dont les populations de la région, mais les populations du monde entier, en tout cas en Europe et en France en particulier, auront besoin à l'avenir. Voilà, et pour terminer sur la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique, juste citer qu'en septembre dernier, en septembre 2021, l'Union européenne a dévoilé également sa propre stratégie et que la France inscrit pleinement son action en parallèle, en amont et en même temps intégrée dans la stratégie de l'Union européenne. Il ne faut pas la décrire, cette stratégie de l'Union européenne. Elle a des sujets, des principes et des sujets d'application qui sont très proches, très similaires, qui convergent. Et on voit à travers la mobilisation de l'Union européenne qui a notamment une capacité de financement, une capacité d'intégration importante, que c'est aussi un relais, et ça peut être un relais efficace, comme nous pouvons être un relais de cette stratégie pour l'Union européenne. Dans ces temps de présidence française de l'Union européenne, c'est particulièrement important. Voilà pour le cadre général. J'en viens maintenant à la stratégie de défense française. Bon, pour la France, l'Indo-Pacifique, c'est une réalité opérationnelle. Hein. J'y reviendrai plus en détail, mais nous avons 5 commandements de niveau, 5 commandements interarmés dans la zone. Il y a 2 grandes zones maritimes, celle de l'océan Indien, celle du Pacifique. Si je reviens un peu sur les enjeux, mais vu du monde militaire, on voit trois grandes dynamiques stratégiques hein, qui traversent cette région. Il y a d'abord tout ce que la compétition stratégique sino-américaine entraîne. Ça polarise, ça entraîne des pays, ça modifie. Et l'exemple de l'Australie est flagrant. L'Australie qui s'apprêtait à nouer, qui avait commencé à nouer ce partenariat avec nous dans une vision commune d'un troisième voie, ça ne veut pas dire un non-alignement, mais en tout cas, ça ne reniait en rien les alliances de fond que l'on a avec les États-Unis. J'en ai pas parlé tout à l'heure comme un partenaire, mais les États-Unis sont un partenaire majeur hein, dans la région, que ce soit en océan Indien ou dans le Pacifique. Mais cette compétition stratégique sino-américaine sous-tend de plus en plus le contexte stratégique et c'est un élément important. Deuxième élément important que l'on note du point de vue stratégique, c'est le recul du multilatéralisme, ce qui nécessite de le promouvoir, de le défendre. Mais on voit bien que les tensions fragmentent les intérêts
et chaque pays ou chaque puissance, ou chaque groupe de puissance peut se replier sur ses propres intérêts. Mais il y a également une contestation de plus en plus importante. On a vu contestation de règles de droit maritime, avec les avancées chinoises en mer de Chine méridionale. Hein. Également, un recul du multilatéralisme en ce que de nouveaux modèles alternatifs à celui qui prévalait jusqu'alors sont proposés. Enfin, troisième élément, c'est la contraction de l'espace géostratégique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de régions isolées et tout se tient. Je ne développerai pas ce point-là, mais c'est un point que l'on voit. Et donc, pour nous, militaires, hein, tous ces éléments font que on voit se durcir l'environnement dans lequel nous menons nos opérations, c'est-à-dire que l'hypothèse de la conflictualité, l'hypothèse de la compétition surtout pour l'instant, devient une réalité. On voit également, et je parlais tout à l'heure du nombre de puissances nucléaires dans la région, qu'il y a un renforcement de la multipolarité nucléaire. On voit avec la Corée, par exemple, bien évidemment. Et puis, on voit également, mais ça, c'est pas propre à l'Indo-Pacifique, de plus en plus de stratégies qui visent à rester sous le seuil de la conflictualité. Stratégies que l'on appelle parfois hybrides, mais qui sont opérées également dans la région. Voilà, alors vous avez ici hein, les grands principes de cette stratégie de défense, la défense de l'intégrité de notre souveraineté, puisque nous sommes un pays, une puissance de l'Indo-Pacifique, la protection de nos ressortissants, mais de nos territoires, de nos zones économiques exclusives, bien sûr, la sécurité des espaces régionaux à laquelle nous contribuons, l'accès libre et ouvert aux espaces communs, c'est notamment les routes maritimes que l'on cherche à préserver, et puis la stabilité stratégique, hein, limiter les effets des évolutions que je viens de citer par le multilatéralisme en permettant aux régions, alors l'Indo-Pacifique n'a pas encore d'existence politique, n'en aura peut-être pas d'ailleurs, mais régionalement, ici en Océanie, dans l'océan Indien, à travers les différentes organisations régionales, contribuer à la stabilité de ces ensembles. En ce qui concerne les moyens militaires, alors je vous disais, là, je ne regarderai pas les détails de la carte, sauf si vous pouvez tout à l'heure avoir plus tard avoir la présentation. Il y a 5 grands commandements dans la zone Indo-Pacifique. Si je commence par l'océan Indien, à l'est, nous avons à l'ouest, pardon, nous avons le Djibouti, les EAU et les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, la Réunion, bien évidemment. Dans le Pacifique, 2 forces, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ces 5 commandements sont de même niveau, sont tous des subordonnés du chef d'état-major des armées hein, et contribuent dans leurs zones respectives. Alors, vous voyez par tranche de couleur les zones respectives dont ils ont la responsabilité, contribuent au déroulement au développement de la stratégie. Les moyens vous les avez synthétisés ici, 7000 militaires, une quinzaine de navires de combat, une quarantaine d'aéronefs militaires. Ça, ce sont les effectifs, enfin les effectifs et les moyens qui sont déployés en permanence et qui font partie, qui constituent les 5 forces que je viens de décrire. Je ne veux pas négliger les moyens militaires qui sont ponctuellement déployés depuis la métropole hein, et qui viennent soit dans l'océan Indien, soit dans l'océan Pacifique régulièrement, qui en font, alors non pas une puissance majeure si on se compare aux États-Unis et à la Chine, cela va sans dire, mais ce qui fait de nous ce qui fait de la France, grâce aux moyens envoyés de métropole et grâce surtout aux forces prépositionnées dans les territoires ultramarins, ce qui fait de la France la première puissance européenne en termes militaires. On voit que d'autres pays aujourd'hui s'y mettent, le Royaume-Uni qui a annoncé vouloir être présent, les Allemands qui viennent de réaliser une croisière bien soutenue par sa communication, mais également les Hollandais qui ont quelques
quelques relations historiques avec la région qui aussi commencent à multiplier, enfin pas multiplier, mais en tout cas à annoncer une certaine présence. Ces forces se répartissent, quand on en parle en termes militaires, on parle à la fois de forces de souveraineté, ce sont les forces déployées dans les territoires ultramarins, donc la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et puis également les forces de présence, les forces déployées dans des pays alliés, que Djibouti et les EAU. Elles ont les missions globalement vis-à-vis de la grande stratégie pour l'Indo-Pacifique ne changent pas. Ce qui change en revanche, c'est que bien évidemment, les forces de souveraineté dans les 3 territoires ultramarins ont un volet d'action au profit de l'intégrité du territoire, national et de la protection des populations qui est important. On le voit tous les jours ici au FANC. Il n'y a pas il y a des jours qui se passent sans qu'on intervienne, mais il n'y a pas de semaine qui se passe sans qu'un des moyens maritimes, aériens, voire terrestres, le service de santé des armées, par exemple, interviennent au profit de la population calédonienne. Voilà pour ce qui est des moyens. Et maintenant, pour nos rôles, en quelques mots, si je reviens sur les missions globales, la première des préoccupations, c'est d'assurer la protection de nos ressortissants. Le chef d'état-major des armées a l'habitude de dire que les armées doivent protéger les citoyens français face à la dangerosité du monde, mais également face à la dangerosité du quotidien. Alors, quand on dit ça depuis Paris, depuis l'état-major des armées, on pense aux forces qui protègent les Français face à la dangerosité du monde, celles qui protègent les Français face à la dangerosité du quotidien. Ici, dans l'Indo-Pacifique, ici, dans les Outre-mer, comme je viens de le souligner, c'est à la fois les deux. C'est une réalité que nous vivons, cette bascule, cette articulation permanente entre la protection du territoire national, de la zone économique exclusive, la protection de la population et en même temps la protection des intérêts français au large dans nos zones d'action respectives. Je m'aperçois, c'est une erreur de ma part, que j'ai oublié de citer des zones importantes qui apparaissent légèrement, enfin qui apparaissent sur la carte, je crois qu'on les distingue, dans les commandements respectifs, dans les commandements que j'ai développés, 2 commandements ont un rôle particulier, les commandements de zone maritime, puisque l'amiral qui commande les forces aux EAU est également l'amiral commandant les forces dans l'océan Indien. C'est la zone bleue qui couvre l'océan Indien. Et puis l'amiral qui est en Polynésie française est également amiral pour les forces dans le Pacifique, hormis la zone en mauve ou ocre, le quart sud-ouest de l'Océanie et du Pacifique, dans lequel j'exerce moi-même ma responsabilité en tant que commandant des forces de la Nouvelle-Calédonie. Si je veux donner quelques illustrations sur ce que peuvent faire les forces armées dans ce cas-là, je donnerai simplement une image de ce que font aujourd'hui les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai dit, de multiples interventions pour préserver le territoire, pour assurer la protection de la population. Cela veut dire, pour la zone économique exclusive, de régulières patrouilles, qu'elles soient navales ou aériennes, pour surveiller l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, bien évidemment. Cela veut dire également des interventions à bord de bâtiments quand ils sont détectés qu'ils ne sont pas dans et dont le statut est jugé douteux, car il ne se serait pas annoncé qu'ils n'auraient pas éventuellement d'autorisation de pêche. Alors aujourd'hui, pour la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un sujet parce que sa zone économique exclusive et ses zones de pêche sont bien préservées grâce à l'action que nous menons. Ça a été moins le cas il y a quelques années où il y avait une vague de blue boats, selon l'expression consacrée, de bateaux de pêche vietnamiens venant pêcher illégalement dans les eaux pas territoriales, mais la zone économique exclusive. Première action, donc préservation des zones économiques. Action de préservation, de protection de la population face, par exemple, à la menace épidémique. De nombreuses interventions ont eu lieu pour aller effectuer des opérations de vaccination, pour évacuer les populations
quand les moyens et là en étroite coordination entre les services de l'État et les services du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, puisque la santé est ici une prérogative du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc, préservation, protection de la population. Mission que nous accomplissons également, et là sur un spectre un peu plus large, nous avons une mission nous participons actuellement aux opérations multinationales de secours au Tonga. Alors, vous avez tous en tête l'éruption volcanique qui a ravagé une partie de l'archipel des Tonga le 16 janvier dernier. Nous participons depuis quasiment le début aux opérations. Nous avons participé à la phase de déploiement de l'aide d'urgence en envoyant 2 bateaux, un bateau venant de la Nouvelle-Calédonie, un bateau venant de Polynésie, ce qui montre la complémentarité des différents commandements, des avions apportant du matériel depuis la Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes rentrés actuellement dans une phase on va dire de reconstruction, puisque en coordination avec les Australiens, et on coopère avec les Australiens face aux défis communs de la région, mais en coopération avec les Australiens, donc, nous nous apprêtons à envoyer un petit détachement, un peu symbolique certes, mais un détachement quand même de soldats français qui, sous contrôle opérationnel australien, vont participer à la reconstruction de certains îlots au large de la capitale tongienne. Enfin, pour terminer aussi sur nos missions, pour illustrer ces missions, nous avons actuellement un avion qui rentre tout juste d'un exercice d'interopérabilité avec les forces américaines et d'autres forces sur l'île de Guam. Donc, l'île de Guam est au centre du Pacifique, c'est une grande base américaine. Nous avons contribué à cet exercice qui cherche à développer l'interopérabilité des différentes forces des pays partenaires et like-minded, pour utiliser l'expression consacrée. Et puis, nous avons également un bateau qui, sous le commandement de l'amiral qui est en Polynésie, donc qui commande la zone maritime du Pacifique, un bâtiment qui est parti de Nouvelle-Calédonie pour aller croiser dans les mers de Chine méridionales, puis pour remonter vers la mer de Chine orientale. Ça fait partie des missions de présence où l'on va affirmer la présence militaire française et affirmer notre volonté d'assurer la liberté de circulation sur ces espaces maritimes. Voilà quelques exemples d'actions que nous menons. Pour conclure, je reviendrai juste sur les quelques mots à retenir en ce qui concerne l'action des forces armées. Notre mission, protéger les Françaises et les Français, les territoires français également, de la dangerosité du monde, de la dangerosité du quotidien. Une présence souveraine grâce à nos outre-mer, qui sont une base très importante de notre stratégie. Un cadre d'action qui est le multilatéralisme et la coopération qui est recherché systématiquement. Et enfin, des effets militaires permanents de 3 types, la protection, protéger, la coopération, et puis l'affirmation, affirmation de notre présence, mais également affirmation de nos valeurs. Je vous remercie de votre attention. En général, question de l'Assemblée, dans le fil de discussion, comment percevez-vous la présence militaire de la Chine en Indo-Pacifique? Alors, si je réponds à cette question en tant que général commandant les forces armées de la Nouvelle-Calédonie, je vois peu de présence militaire chinoise dans ma zone de responsabilité permanente. Je ne sais pas si il n'y a plus la carte. Et donc, dans le quart sud-ouest du Pacifique, il y a peu de présence militaire chinoise. Il y a eu quelques bâtiments, des bâtiments qui sont venus faire des missions de présence également, qui ont contourné l'Australie. C'était il y a de cela un an et demi, 2 ans. Il y a actuellement des bâtiments militaires chinois qui sont amarrés dans le port de la capitale des Tonga et ils sont venus apporter de l'aide pour la reconstruction des Tonga. Mais globalement, je dois dire que dans ma zone de responsabilité, le quart sud-ouest, l'Océanie n'est pas forcément une zone de déploiement militaire chinois. En revanche, plus largement, dans le Pacifique, j'en ai déjà parlé, il y a une intense activité militaire dans la mer de Chine méridionale où la Chine cherche à se préserver un espace stratégique. Elle cherche à se donner ce qu'on appelle de la profondeur stratégique, c'est-à-dire une zone où elle ne sera pas dérangée car elle contrôlera d'un point de vue militaire et stratégique la région.
Et donc ça se fait souvent au détriment du droit, en occupant des… Alors, la Chine réclame la souveraineté ou affirme sa souveraineté sur certains îlots qui sont transformés en îles. D'un point de vue juridique international, ça se conteste. Mais la Chine cherche à se donner cette profondeur stratégique de manière à pouvoir interdire ou en tout cas entraver l'accès aux zones maritimes les plus proches de la Chine continentale et elle l'interdit bien évidemment principalement aux forces américaines. Je ne parle pas des déploiements chinois aux alentours de Taïwan. Ils font régulièrement l'objet de sujets médiatiques, mais il est bien évidemment qu'une activité militaire chinoise est importante dans ce secteur. Et puis si j'élargis encore plus au monde indo-pacifique, je noterai qu'à Djibouti se trouve la seule base militaire chinoise à l'étranger. Elle existe maintenant depuis 5 ans. Elle a été inaugurée officiellement il y a 3 ou 4 ans, je n'ai plus la date exacte. Et c'est une base assez importante, en tout cas, elle est plus grande que la base française militaire à Djibouti. Elle accueille même plus de monde que les militaires américains, même si je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui combien de militaires chinois ils sont présents. Et elle a une double vocation annoncée par les Chinois. La première étant de constituer un point d'appui pour les opérations navales par lesquelles la Chine assure la sécurité de ses communications maritimes. Vous savez que le golfe d'Aden, les côtes somaliennes, cette partie de l'océan Indien et la mer Rouge également ont été le lieu d'une piraterie maritime d'une densité assez élevée. Par cette base, à Djibouti, la Chine également prépare des engagements de soldats chinois dans des contingents de casques bleus, des troupes de l'ONU, puisque la Chine participe activement sur le continent africain à de telles missions. Voilà, donc la Chine a des déploiements finalement militaires assez cohérents avec une stratégie de défense et d'établissement d'une profondeur stratégique pour préserver la Chine continentale, mais également pour se donner de la liberté d'action dans les mers qui entourent cette Chine continentale. En revanche, elle n'est pas forcément présente dans tout le Pacifique, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente parce qu'elle déploie sa stratégie d'influence par d'autres moyens, des moyens diplomatiques, des moyens économiques, des moyens diplomatiques et économiques principalement. Et en profitant, pardon, c'est ce que je voulais dire, en profitant souvent des soubresauts de l'actualité régionale. J'en veux pour preuve 2 exemples récents. La crise sociale et politique qui a secoué les îles Salomon, la capitale des îles Salomon, Honiara, sur l'île de Guadalcanal, où la première réaction d'urgence en soutien des autorités des Salomon a été le fait de l'Australie, avec d'autres pays de la région, comme la Nouvelle-Zélande, les Fidji ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais dans un deuxième temps, ceux qui sont venus renforcer le dispositif de sécurité des Salomon, ce sont les Chinois. Autre exemple, dont j'ai déjà parlé, ce sont les Tonga. La réaction d'urgence a été principalement australienne, néo-zélandaise, un peu française, un peu américaine. La deuxième phase, dans la phase de reconstruction, est très marquée par les Chinois avec une aide importante. Là, les 2 bâtiments que j'évoquais il y a quelques instants viennent d'apporter quelques 1400 tonnes de matériel et d'aide de reconstruction. En général, une autre question. Étant donné les multiples enjeux que vous avez décrits, est-il nécessaire d'augmenter les moyens militaires français dans la zone Indo-Pacifique? Si cela est nécessaire, comment pouvons-nous le faire? En avons-nous la volonté? La stratégie pour l'Indo-Pacifique n'est pas particulièrement une stratégie de moyens. Elle s'appuie sur les moyens existants. Maintenant, ces moyens, parlons aujourd'hui de l'Indo-Pacifique, c'est un des axes de notre stratégie globale, de la stratégie générale de la France. Et on le voit bien en ce moment qu'il y a d'autres sujets qui touchent plus directement la France, sa politique étrangère, sa vision stratégique. Je parle en Europe même du sujet ukrainien.
hein, et de cette compétition ou confrontation diplomatique, politique avec la Russie. Et puis, il y a un autre sujet qui est le Sahel. Donc, il faut bien voir que malgré l'importance de la région Indo-Pacifique, malgré le devenir ou l'avenir de cette région-là, cette région n'est qu'une des régions dans lesquelles la stratégie globale française doit s'appliquer. Donc, tout est une question de priorité. Si on me donnait plus de moyens, je produirais probablement plus d'effets. Oui. Maintenant, dans une situation, dans des choix politiques donnés par le pouvoir politique, les moyens militaires sont nécessairement comptés et l'amélioration du dispositif, parce qu'in fine, il s'agit bien de cela, l'amélioration du dispositif ne passe pas, en tout cas pour l'instant, dans la politique et la politique militaire, la politique de défense de la France, ça ne passe pas par l'accroissement en volume des moyens déployés, mais par l'amélioration qualitative de ces moyens-là. C'est ainsi qu'on a tout un programme là, dans les 10 ans qui viennent, pas moins de 10 ans, d'ici à 2030, dans tous les domaines, terrestres, naval, aérien, hein, un programme de transformation, de renouvellement de nos équipements, de manière à pouvoir produire plus d'effets, mais à un volume constant. Il y a un exemple qui est emblématique, c'est celui des patrouilleurs maritimes. Aujourd'hui, les FANC avaient il y a encore 3 ans 2 patrouilleurs. L'un des 2 a été retiré du service, il n'en reste plus qu'un. Arrive en janvier un patrouilleur moderne qui fait 3 fois la taille de ceux qu'il y avait auparavant, qui a des capacités supérieures d'observation, des capacités de présence à la mer largement supérieures. Il peut tenir bien plus longtemps, il peut aller plus loin, il peut observer plus largement des zones plus vastes grâce à un drone, il peut communiquer également plus aisément. Et donc, le premier arrivera en janvier prochain, un second arrivera 2 ou 3 ans plus tard. Dans le domaine de la surveillance aérienne des espaces maritimes également, on va remonter, enfin, on va progressivement passer on dispose de 2 avions de patrouille maritime ici, hein, des Guardians qui sont des jets, des Falcons d'un type ancien. Et d'ici à 2030, on va monter à 2 reprises en niveau de capacité en changeant ces avions. Donc voilà comment on développe cette capacité. Ensuite, on développe aussi nos capacités et finalement, plus que nos capacités, on développe les effets, hein, les 3 effets que je décrivais, protéger, coopérer, affirmer. On les optimise, on les maximise en développant nos coopérations, en développant les interactions entre les différentes forces françaises pour répondre en temps voulu, au moment adéquat, hein, aux situations qui le nécessitent. Merci mon général. Pour respecter le timing, je propose à l'Assemblée de passer à la conférence suivante. Madame Hélène Goiron-Ponsard, conseillère du général Pouf,